Bonjour Manon Aubry. Bonjour. Il n'y a même pas eu de poignée de main. Bon. Ah bah, on était pressés, mais rassurez-vous, rassurez-vous, je le saluerai au Parlement européen. C'est pas les deux gauches irréconciliables qu'on a vu là. J'ai jamais théorisé les deux gauches irréconciliables. Par contre, je théorise la gauche dans la clarté et la gauche dans le combat, puisque c'est une qualité que m'a prêtée Raphaël Glucksmann. Donc vous avez une gauche de combat face à vous qui défend fermement la retraite à 60 ans, parce que j'ai bien vu que c'était un peu compliqué. On y reviendra dans un instant. Manon Aubry, je voudrais commencer avec l'actualité au Proche-Orient. Question que vous avez placée au cœur de votre campagne. Le président américain Joe Biden a présenté une initiative reprenant une proposition israélienne pour un cessez-le-feu en plusieurs phases, une initiative qui a été soutenue par Emmanuel Macron. Est-ce que vous aussi, à la France Insoumise, vous soutenez cette initiative présentée par le président américain ? Oui, vous savez, toutes les initiatives qui vont favoriser la fin des horreurs et du massacre dans la bande de Gaza sont bonnes à prendre. Toutes les initiatives qui permettront la libération des otages sont bonnes à prendre. Toutes les initiatives qui permettront aux Palestiniens de retrouver ce droit simple à vivre en toute dignité, dans un territoire qui est le leur, à ne plus avoir des camps de réfugiés qui sont pris pour cible, des hommes et des femmes brûlés à vif, des enfants décapités. Il faut prendre tout ce qu'il y a à prendre. Mais je regrette que les initiatives diplomatiques aient mis autant de temps, et Emmanuel Macron le premier. Je veux dire, il tergiverse encore juste sur la reconnaissance de l'État de Palestine, en disant que ce n'est pas le bon moment. Mais ce sera quand le bon moment ? Quand il n'y aura plus de population palestinienne, quand ils auront tous été décimés par ces années de nettoyage ethnique. Vous voyez, je pense qu'il faut du sérieux, de la raison, et la France et l'Union européenne auraient dû prendre, depuis le début, des sanctions à l'égard du gouvernement de Benjamin Netanyahou pour s'assurer, utiliser tous les leviers pour ramener la paix au Proche-Orient, comme un embargo sur l'envoi d'armes ou la suspension de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël. Question très concrète, Manon Aubry, vous avez applaudi les réquisitions du procureur de la CPI, la Cour pénale internationale, qui a requis un mandat d'arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Si la Cour suivait les réquisitions du procureur et que vous étiez au pouvoir, est-ce que ça voudrait dire que vous autoriseriez l'interpellation du Premier ministre israélien s'il était sur le sol français ? Oui. C'est-à-dire que vous êtes au pouvoir, pour une raison ou une autre, un avion qui arrive sur le territoire français ou une visite, il est arrêté, interpellé ? Mais parce que la France est partie prenante du statut de Rome qui a mis en place la Cour pénale internationale. C'est d'ailleurs Jacques Chirac qui l'a signé et qui, je pense, doit se retourner dans sa tombe quand on voit comment la droite remet en cause le droit international et la Cour pénale internationale. Mais bien sûr, ce serait notre responsabilité. Et de la même manière... Donc, un dirigeant d'un État démocratique serait interpellé... Mais parce que vous êtes un dirigeant démocratique, ça vous protège et ça vous abstient de massacrer des populations et de violer le droit international. Il n'y a pas de crime de guerre ou de crime contre l'humanité démocratique, Benjamin Duhamel. Quand vous commettez des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité, eh bien, vous devez en payer les conséquences devant le droit international. Donc la réponse est très claire, c'est oui. Tout au long de cette campagne, Manon Aubry, les propos, prises de position de votre colistière Rima Hassan ont suscité le débat, parfois la polémique. Je voudrais vous soumettre un de ces tweets, il y en a eu plusieurs. Publié après l'exégèse de chacun des tweets de chacun de mes candidats. Pour encore une fois éclairer ceux qui nous regardent et qui sont en train de faire leur choix pour le 9 juin. Un tweet publié après les bombardements à Rafah. Israël est une monstruosité sans nom. Est-ce que vous auriez pu écrire la même chose ? Vous ne pensez pas que prendre pour cible un camp de réfugiés humanitaires, et je rappelle à Rafah, où le gouvernement israélien a demandé à la population palestinienne de se réfugier. Vous les avez vues, ces images, Benjamin Duhamel ? Attendez, Manon Aubry. Mais vous ne pensez pas que c'est une monstruosité ? Attendez, Manon Aubry. Non seulement j'ai vu ces images, non seulement on en a parlé sur cette antenne, simplement il y a une différence entre parler du massacre, du carnage qui est en cours, d'un carnage qui est en cours à Gaza, et l'idée de dire que c'est une généralité, c'est Israël, le pays. Non, Israël, qui est une monstruosité sans nom. Est-ce que vous pourriez dire la même chose ? Je ne fais pas la confusion entre l'État d'Israël et la population palestinienne. Pour le simple fait déjà, Benjamin Duhamel, qu'en Israël, il y a aussi une contestation de la part de la population israélienne. Il y a aussi des gens qui descendent dans la rue, qui ne sont pas d'accord avec ce que fait ce gouvernement. Alors, mais je vais vous dire, est une monstruosité. Toutes les tentatives de dévier le débat politique que l'on a sur les plateaux télé pour aller faire « Ah, mais attendez, cette virgule, ce mot n'est pas le bon... » Non, c'est moi qui m'excuse, monsieur Duhamel, parce qu'au bout d'un moment... Sur ce tweet, Manon Aubry, il n'y a pas écrit « Benjamin Netanyahou commet des actions monstrueuses, les bombardements sont monstrueux ». Il y a écrit « Israël est une monstruosité ». Est-ce que vous considérez qu'Israël est une monstruosité ? Je considère que ce qui est commis dans la bande de Gaza,
sont des monstruosités. Ces Donc je monstruosités... constate, et je prends à témoin ceux qui nous regardent, que vous ne reprenez pas l'expression telle Ces quelle. monstruosités sont commises par un gouvernement qui doit en payer les conséquences. Mais Benjamin Duhamel, je dois vous dire que j'en ai un peu marre dans cette campagne qu'on tente à chaque fois de faire diversion, à chaque fois pour ne pas parler au cœur du sujet. Non, monsieur Duhamel, vous ne m'interrogez pas sur les leviers qui existent pour mettre fin à ce massacre. Je viens de vous poser une question sur l'initiative, mais simplement je constate que visiblement ce tweet de votre colistière vous met mal à l'aise puisque vous ne reprenez pas l'expression. Je ne suis pas du tout mal à l'aise. Moi, là où je suis à l'aise, monsieur Duhamel, c'est que dans cette campagne, on ait porté la voix de la paix. Dans cette campagne, on a été bien seul à demander des sanctions à l'égard du gouvernement de Benjamin Netanyahou. Vous regrettez d'avoir proposé à Rima Hassan d'être sur votre liste ? Je ne regrette absolument pas, j'en suis très fière. Et je prends un témoin ceux qui nous regardent. Si vous voulez la paix à Gaza, si vous voulez la cohérence dans le droit international, si vous voulez la fin des massacres dans la bande de Gaza, oui, vous avez la possibilité d'envoyer la première franco-palestinienne au Parlement européen. Et c'est une sacrée fierté, je dois dire. Juste avant de parler d'Ukraine, vous imaginez une seconde, et d'ailleurs je demande quelle aurait été votre réaction si... quelqu'un sur une liste Renaissance ou du Rassemblement national avait fait un tweet en disant la Palestine est une monstruosité. Comment est-ce que vous auriez réagi ? Je constate surtout qu'on parle beaucoup de Rima Hassan sur chacun de ses tweets, mais par exemple, on ne parle jamais du fait qu'elle soit, comme beaucoup d'entre nous, mais elle, tout singulièrement, elle fasse l'objet de menaces, d'appels au viol. Ce qui est absolument inacceptable. Et ça ne suscite, mais simplement là, je parle de ces propos. Aucune réaction. Non, ça ne suscite aucune réaction. Relayé, non, personne, on n'a pas demandé de réaction à Valérie Hayé, à mes concurrents, en disant est-ce que vous trouvez ça normal qu'une candidate à l'élection européenne mais si quelqu'un disait la Palestine est une monstruosité, est-ce que ça vous choquerait ? Mais les crimes du Hamas sont une monstruosité. Oui, ce qui n'est pas la même chose que de dire la Palestine. Je vous ai dit, les crimes d'Israël sont une monstruosité, les crimes du Hamas sont une monstruosité, et le droit international est bien fait. Ils sont tous les deux poursuivis pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Vous voyez, nous sommes les défenseurs de la paix dans cette campagne et j'en suis très fière. Justement, la paix sur l'Ukraine, vous dites vouloir ouvrir des canaux diplomatiques pour arriver à la paix. Est-ce que pour vous, cette paix serait acceptable si elle impliquait des concessions territoriales, par exemple la Crimée ou le Donbass ? Mais c'est à l'Ukraine de définir ses conditions d'acceptabilité de la paix. Nous, notre responsabilité en tant que la France et l'Union européenne, c'est de faciliter des canaux diplomatiques pour remettre les différents protagonistes autour de la table. Ce que nous disons sur l'Ukraine, c'est un plan de paix en 3 parties. Premièrement, aide financière, logistique et militaire à l'Ukraine. Et d'ailleurs, sur la partie financière, on est les seuls à proposer l'annulation de la dette. Deuxième niveau, arrêter l'hypocrisie et notamment de soutenir directement la Russie en important du gaz et des engrais russes. Et troisième niveau, oui, activer... Non mais c'est important de comprendre notre plan de paix dans sa globalité. La question est très précise. Est-ce que cette paix, selon vous, est-ce que vous fixez comme préalable aux négociations le fait que les troupes de Vladimir Poutine se retirent du Donbass et de la Crimée, ou est-ce que vous dites au fond il faudra qu'il y ait des concessions territoriales ? Je fixe comme préalable aux négociations le fait que l'Ukraine fixe ses positions. Je suis désolée, c'est pas à moi de dire aux Ukrainiens vous allez accepter la paix à telle ou telle condition. Par contre, notre responsabilité en tant que gouvernement français ou de l'Union européenne, c'est de faciliter les conditions des canaux diplomatiques. C'est ce qu'a fait l'Allemagne, qui propose un sommet sur la paix les 15 et 16 juin. Et d'ailleurs, Volodymyr Zelensky a dit le premier qu'il était prêt à y assister. Comme quoi, il y a des outils qui sont possibles. On pourrait aussi protéger, par exemple, les centrales nucléaires autour desquelles se déroule cette guerre et qui fait peser une menace sur l'ensemble du continent européen. Est-ce que pour vous, l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014 était légitime ? Non, elle n'était pas légitime, mais vous savez, ce n'est pas moi... C'était contraire au droit international. C'était contraire au droit international. Et d'ailleurs, je crois que c'est François Hollande lui-même qui avait invité Vladimir Poutine à la suite de l'annexion de la Crimée. J'observe que vous n'avez pas posé la question à M. Glucksmann juste avant moi. Je fais des choix. Mais simplement, ce qui est intéressant, c'est que vous dites... J'observe ces choix, M. Duhamel. Écoutez, vous avez écouté l'interview de Raphaël Glucksmann, je crois que sur la question de la retraite à 60 ans, je l'écoutais avec beaucoup d'intérêt. Il n'était pas particulièrement satisfait que je lui pose la question. Donc si l'idée est d'essayer d'expliquer qu'il y a une sorte de 2 poids 2 mesures dans les questionnements, vous verrez à la fin de cette émission que j'essaye d'insister sur les quelques ambiguïtés. Mais j'étais pas au pouvoir. Moi, j'étais pas au pouvoir au moment de l'annexion de la Crimée. J'étais même pas députée européenne, mais je vous dis, c'est une violation du droit international. Vous avez votre, je sais pas comment on peut l'appeler, leader, pas patron, mais en tout cas autorité morale. C'est le moment où vous ressortez les tweets. Ah non, pas les tweets. Hors contexte. Non. Jean-Luc Mélenchon en 2014, sur son blog, la Crimée est perdue pour l'OTAN. Bonne nouvelle au moment de l'annexion de la Crimée par les Russes. Bonne nouvelle. On va pouvoir faire
l'exégèse de tout ce qui s'est passé. Je suis désolée, on aura besoin d'un peu plus de 15 minutes d'interview pour refaire toute l'histoire. Moi, je vous le dis très clairement, quelle est ma position. C'est une violation du droit international. Et j'observe qu'on n'était pas au pouvoir à ce moment-là. Et c'est pas nous qui avons déroulé le tapis rouge à Vladimir Poutine à ce moment-là. Manon Aubry, rapidement, je voudrais qu'on parle d'immigration. Vous êtes opposé au pacte asile-immigration. Et vendredi matin, encore au micro d'Apolline de Malherbe, vous avez insisté sur votre volonté de régulariser les travailleurs sans papier. Vous l'avez dit très clairement. Question annexe, ceux qui ne travaillent pas, c'est-à-dire des clandestins, des étrangers en situation illégale qui ne travaillent pas. Qu'est-ce que vous faites d'eux? Est-ce que vous dites, oui, il faut assumer de les renvoyer chez eux, dans leur pays d'origine, ou est-ce qu'au contraire, vous dites c'est régularisation massive, non seulement pour ceux qui travaillent, mais aussi pour ceux qui ne travaillent pas? Juste, monsieur Duhamel, j'observe, puisqu'on arrive à la fin de cette interview, que vous m'avez posé que des questions internationales et aucune question sur le premier sujet de préoccupation des Françaises et des Français. Le premier sujet que l'on porte dans nos meetings, qui est la question de la vie chère. Et puisque... Je crois, Manon Aubry, que ceux qui regardent l'émission pourront constater que vous avez accordé une place de choix à la question du Proche-Orient. C'est aussi pour cela que je crois que vous n'avez pas assisté beaucoup à mes meetings, parce que vous n'avez pas vu d'autres sujets, mais je crois que vous êtes partenaire d'un institut de sondage qui s'appelle ELAB. Et j'ai vu le sondage assez intéressant qui est sorti hier, qui dit les 3 premières propositions plébiscitées par les Françaises et les Français. Il y a le blocage des prix des produits de première nécessité. Vous ne voulez pas répondre à ma question sur Si j'y arrive, l'inscription du droit à l'IVG et la taxation des super-profits. Ça tombe bien, c'est des sujets que je porte. Et quand on interroge les Français sur les sujets de préoccupation, il y a le pouvoir d'achat et l'immigration. J'observe, monsieur Duhamel, que vous avez fait le choix, à la gauche que je représente, au programme de la NUPES que je porte, de ne pas me poser une seule question sur les sujets sociaux, qui est la première préoccupation. Je choisis les questions que je vous pose, et donc moi je choisis mes priorités politiques, monsieur Duhamel. Je choisis mes questions, vous choisissez vos réponses. Qu'est-ce que vous faites des étrangers en situation illégale qui ne travaillent pas? Si vous n'aviez pas attendu le dernier dimanche des élections européennes pour m'inviter, contrairement à toutes les autres têtes de liste que vous avez invitées, je crois que vous avez été présente sur BFM TV, Jean-Luc Mélenchon, je l'ai reçu 2 fois. Vous auriez eu l'occasion d'avoir une présentation dans les détails. J'en reviens à la question migratoire, parce que aucun sujet, je ne fuis pas la question. Oui, il faut régulariser massivement les travailleurs sans papier. Et ceux qui ne travaillent pas. J'observe que l'extrême droite, qui a fait campagne sur le sujet, notamment en Italie, Giorgia Meloni, a régularisé 450 000 travailleurs sans papier. Vous pourrez poser la question à Jordan Bardella. Et à Marion Maréchal. Mais Jordan Bardella veut aussi une coalition des extrêmes droites. Donc sur ceux qui ne sont pas des travailleurs sans papier. La question qui nous est posée, c'est où est-ce que vous les raccompagnez? Je prends le cas concret d'un Syrien qui n'a pas eu ses papiers. Vous le rendez à qui? À Daesh? Vous le renvoyez où? Prenons plutôt l'exemple de quelqu'un qui vient d'un pays sûr et qui n'est pas éligible à l'asile. Déjà, ça vous enlève... En pratique, vous avez 90% des OQTF, donc des obligations de quitter le territoire, qui ne sont pas applicables. Donc il faut un peu de réalisme. Qui ne travaille pas et qui n'est pas éligible à l'asile. Il faut un peu de réalisme. Mais ça ne concerne quasiment personne, en fait. Ah bon? Benjamin Duhamel. Oui. Vous êtes sûr? Ah oui, je suis sûre. Parce qu'en pratique, vous voyez, ce truc de « Ah, mais combien on va en raccompagner ?» D'ailleurs, on voit cette forme de concours Lépine sur les plateaux télé de celui qui raccompagnera le plus d'étrangers pour en faire une chair à canon électorale. Moi, je suis en désaccord avec ça. Et dernier sujet sur les questions migratoires, si vous prenez le sujet au sérieux, alors il faut agir sur les causes des migrations pour que les gens ne montent pas sur un radeau de survie au péril de leur vie. Ça veut dire la fin des accords de libre-échange, des accords commerciaux inégaux. Et au Parlement européen, je préside le seul groupe qui n'a jamais donné aucune voix aux accords de libre-échange. Un autre sujet important, je pense, de cette campagne. C'est vrai, alors que d'autres groupes sont traversés par des contradictions. C'est d'ailleurs ce que j'ai souligné avec Raphaël Glucksmann, qui était là juste avant vous. Il y a 95% de son groupe qui vote les accords de libre-échange, et je le regrette parce que s'opposer aux accords de libre-échange, c'est le meilleur moyen de protéger l'industrie et l'agriculture. Manon Aubry, pour terminer, question traditionnelle, une qualité et un défaut quant à la personne qui va vous succéder dans un instant et que j'aperçois à l'entrée de ce studio. Jordan Bardella, la tête de liste Rassemblement National. Une qualité et un défaut. Un défaut sexiste et qui combat les droits des femmes, puisqu'il s'est opposé systématiquement en un mot, systématiquement au droit à l'IVG. Et la qualité? Et une qualité, vous savez, moi je fais du water-polo, il doit bien aimer la piscine, vu le peu de fois qu'il est venu au Parlement européen, puisqu'il a déposé en 5 ans de mandat 76 amendements quand j'en ai déposé 4800, donc voilà, un beau député fantôme qui doit aimer la piscine. Je ne sais pas si c'est vraiment une qualité, mais ceux qui nous regardent jugeront. Merci beaucoup. Moi j'adore la natation, sans doute lui aussi. Merci Manon Aubry.